Troisième épisode. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Au-delà de l'écran, votre podcast sur l'audiovisuel. Aujourd'hui, on a le plaisir avec Alexis de recevoir Julie Chojnowaki, qui est assistante réalisatrice. Alors Julie, tu as travaillé sur de nombreux films, comme Astrakhan, de David Despesville, Notre-Dame brûle, la série Clem. Tu as endossé plusieurs métiers, assistante réalisatrice adjointe, première assistante réalisatrice, deuxième assistante réalisatrice. Aujourd'hui, on a envie de t'accueillir ici pour que tu nous expliques qu'est-ce que c'est, le métier d'assistante réalisatrice. Alors, est-ce que tu pourrais nous définir ce métier? T'as 2 heures devant toi parce que ça va être long. Non, assistant réel, on va dire que c'est toute l'organisation liée à l'artistique d'un film. Donc, ça commence en amont du tournage parce qu'il y a toute la phase de préparation où on a plusieurs choses à faire. Alors après, il y a le premier assistant réalisateur, le second, le troisième. Des fois, il y a plusieurs seconds. Des fois, il y a plusieurs troisièmes. Et en plus, voire même des stagiaires. Et chacun, même s'ils sont dans la même équipe, ne font pas le même travail, en fait, déjà en prépa. Donc, un premier assistant réalisateur, par exemple, va avoir grosso merdo un temps de prépa équivalent au temps de tournage, mais il peut commencer bien en amont du tournage parce qu'on peut lui demander de faire ce qu'on appelle des études. Des études, c'est tout simplement, on lit un scénario et on estime à la louche combien de temps on va mettre pour tourner ce film, parce que ça, c'est un des gros enjeux de l'assistant réalisateur en prépa, c'est de faire ce qu'on appelle un plan de travail. Qu'est-ce qu'on tourne, quand, pourquoi, parce que ça paraît simple comme ça sur le papier, mais en fait, après, le puzzle va prendre de plus en plus de pièces, et puis il va y avoir des indispos de comédiens parce qu'ils jouent le soir au théâtre à 19h, donc il faudra le libérer. Il y aura des indisponibilités de décor parce que ce décor n'est disponible que ce jour-là. Il y aura des indisponibilités de lumière parce que telle séquence, on ne peut pas la tourner le matin de 9 à 10, on est obligé de la tourner de 18 à 19. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, plus tu rentres dans la prépa, plus tu as il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tu dois jongler avec ça. Ça, c'est le travail, on va dire, du premier assistant réal. Vraiment, je grossis que les assistants me flagellent pas, il n'y a pas que ça. Mais on va dire que c'est le gros truc. Là où le second assistant réalisateur en prépa va intervenir pour faire tout ce qui est dépouillement. Donc là, en fait, c'est bête et méchant. On reçoit un scénario et séquence par séquence, on va dépouiller la séquence. C'est-à-dire que là, on est dans un studio ensemble. Qu'est-ce qui joue? Il y a 3 tasses avec de l'eau à l'intérieur. On doit mettre 3 tasses avec de l'eau renouvelable. Il doit y avoir un micro en état de marche, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, ce travail de dépouillement, il est quand même long et surtout, il suscite des questions parce que entre ce qui est écrit dans un scénario et en fait ce que veut le réalisateur, il faut un peu comprendre et des fois, c'est pas simple, c'est pas logique. Enfin, voilà. Donc le travail de l'assistant, c'est vraiment de décortiquer, d'aller jusqu'au bout du truc pour anticiper le plus de trucs au moment du tournage, quoi, que tout soit réuni le jour J. Et le deuxième gros boulot du second va être de faire les feuilles de service, c'est-à-dire le document que reçoit toute l'équipe la veille de la journée de tournage, sur lesquels il y a toutes les infos qui concernent chaque membre de l'équipe. Voilà. Et ensuite, le troisième assistant réal, le troisième, lui, en prépa, il a moins de choses à faire en règle générale sur un long métrage, ils n'ont qu'une semaine de prépa. Et ils vont faire tout ce qui est jour à jour surtout. Donc jour à jour, c'est vraiment les séquences tournées par jour. Ça paraît simple. Ça ne l'est jamais vraiment, en fait. Au bout d'un moment, on comprend que... c'est pas si simple. Parce que tout change très vite et qu'en général, c'est une très bonne idée qu'a le réalisateur de nous envoyer la VDF du script la veille du tournage et tu as tout à refaire littéralement. Donc voilà. Et puis après, sur le plateau, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que le premier... Il ne faut pas le dire à tout le monde parce qu'il y en a certains qui peuvent s'offusquer, mais pour moi, un premier assistant réalisateur est vraiment le chef d'orchestre de toute une équipe. C'est le pilier du tournage. Pour moi, ça l'est. Alors après, il y a des très grands réalisateurs qui peuvent être ce pilier-là et où l'assistant réal va être un peu plus en retrait et va avoir une partie plus technique. Il y a une grande mode depuis la nuit des temps de classifier les assistants réalisateurs entre l'assistant réalisateur technique et l'assistant réalisateur artistique.
Fondamentalement, je pense que c'est un peu nul de se définir comme ça, parce qu'en fait, il faut saisir la place que te donne le réalisateur, en fait. Enfin, moi, j'ai bossé avec des réalisateurs qui veulent pas. Ça, justement, c'était une question qu'on se posait avec Mathéo. Quand Ouais. tu es assistant réalisateur, tu dois aussi avoir des connaissances techniques pour estimer le temps d'installation, Bah, potentiellement. enfin, ça n'existe pas le meilleur, mais si tu veux être bon, il faut que tu connaisses à peu près tout. Tu es Ok. obligé. Ça, c'est la Parce qu'en polyvalence, fait, ouais, tu peux pas. Ça dépend avec qui tu bosses, tu vois, mais genre, j'ai bossé avec des chefs-op, des très très gros chefs-op. Tu vas pas les voir et leur dire, t'en as pour combien de temps? Non, enfin, tu fais pas ça. Sinon, tu te fais laminer en place publique. Genre, juste, tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu comprends comment il va créer sa lumière, son cadre, etc. Et quand quelqu'un vient te voir en te disant, bon, on est prêt dans combien de temps, tu sais. Mais c'est dur, hein. C'est hyper dur. Enfin, moi, au début, je me suis pris plein de claques où genre, j'allais les voir en leur disant, genre, t'en as pour combien de temps? C'est maintenant. Bah non, en fait, tu me poses pas la question parce que tu dois le savoir, en fait. Ça, c'est avec l'expérience aussi. C'est-à-dire, au début, évidemment, tu savais pas, et au fur et à mesure. Non, puis t'apprends, et puis après, il y a quand même des petits trucs, des petits J'imagine, automatismes. tu n'as pas non plus la même manière de bosser, du court-métrage au gros tournage. Donc je pense que c'est là où tu as dû prendre des claques entre le... Parce que si je dis pas de bêtises, tu as fait énormément de court-métrages avant de travailler sur du long, sur du docu, tout ça. Et je pense du coup, c'est... Est-ce qu'il y a un moment où tu as pris une claque justement sur un projet ou quoi? Ah, mais je m'en prends à chaque tournage, et j'espère m'en prendre jusqu'à la fin de ma carrière, c'est sûr. Ouais, moi j'ai été formée par les courts-métrages, et je crois d'ailleurs que c'est la meilleure école au monde, en fait, parce que pour moi, faire un court-métrage, c'est 10 fois plus dur que de faire un long-métrage. Pour plein d'aspects différents, ça part du scénario. Va écrire un scénario, une histoire qui tient la route, qui raconte, qui emporte, et t'as 20 minutes pour le faire. Désolé, mais c'est plus facile quand t'as 1h30, 2h. Et ensuite, le temps de tournage est moindre aussi. Et il faut que t'embarques une équipe, mais t'as que 5 jours. Là où sur un long-métrage, l'équipe, t'as toujours la semaine de battement, la première semaine, en mode, ok, ça va, on cherche un peu. Non, court-métrage, t'as une fucking journée, en fait. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et tu dois saisir, parce qu'en fait, aussi être assistant réel, c'est pas que de la technique, c'est beaucoup d'humain. C'est-à-dire, tu dois comprendre, parce que les gens, il faut que tu les emmènes. Et sur des courts-métrages, c'est aussi beaucoup de jeunes réals. Et les jeunes réals, ils sont déjà suffisamment sollicités, et j'ai rarement vu un jeune réal qui embarque direct son équipe. Ça, je l'ai vu chez des gros réals. Parce qu'en soi, c'est pas vraiment le boulot de la réal d'embarquer. Mais sauf que si le réalisateur le fait pas, tu dois un tout petit peu prendre le relais. Ça veut pas dire le prendre totalement, c'est voir aussi la place que peut te laisser. Tu prends la place de mais il meneur. faut emmener. Donc, ouais. Et tu dois emmener, t'as 5 jours pour le faire. Et t'as pas le droit, entre guillemets, à l'erreur, parce que tu dois cerner ces gens-là et savoir comment tu les pousses. Parce que c'est ça aussi, c'est ça, cerner. Alors lui, il va marcher parce qu'il va être rassuré. Lui, il va marcher parce que clairement, il faut qu'il soit taclé. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai, chaque personne est différente. Et voilà, tu as une demi-journée de tournage pour le faire. Tu le disais, c'est beaucoup d'humains, donc comprendre les gens, ça fait partie aussi du métier, quoi. C'est la base. Ouais. Et tu t'es déjà retrouvé dans des situations où justement le réal, ça ne matche pas du tout. Mais bien sûr. Et tu te retrouves à devoir gérer, mais même au niveau de l'équipe technique, tu te retrouves à devoir gérer des conflits ou quoi que ce soit? Bah, c'est un peu le quotidien, ouais, bien sûr. Quand tu es premier, moi, j'ai déjà vu des réals, et je ne citerai personne, mais quand un réal arrive et dit pas bonjour à son équipe et dit pas merci en fin de journée, c'est toi qui prends. Hein. C'est toi qui prends dans la gueule parce que du coup, tout le monde se décharge sur toi parce que tu es l'interlocuteur, entre guillemets, premier. Mais voilà. Il n'y a pas qu'avec les réals, il y a aussi avec les comédiens, beaucoup, et avec les chefs-op. Okay. C'est un autre truc. La relation premier assistant chef-op, on va pas se mentir, il y a quelque chose. Et c'est jamais vraiment simple. Mais bon, moi j'essaye de m'en amuser parce que le but, c'est que justement, il faut pas qu'il y ait de conflit. Donc, je suis censée être la personne qui va pas les créer. Donc, il vaut mieux le prendre un peu à la déconnade tout en étant sérieux, rentrer dedans avec un peu d'humour et ça se passe bien. Mais ça peut être le chef-op, quoi. Et alors là, maintenant, ça fait quelques années du coup que tu travailles en tant qu'assistante réalisatrice.
Initialement, si on reprend un peu ton parcours, d'où t'es venu déjà l'envie de travailler dans le cinéma? Quelles études t'as fait et par quoi t'es passé avant d'arriver là? Donc, comme tu le disais, t'as fait du cours, tout ça, mais déjà avant ça naît d'où? Est-ce que c'est un truc qui est inné quand t'es toute petite et tu te dis, OK, je vais bosser dans le cinéma, ou est-ce que c'est un truc qui vient après, au bout de quelques temps? Alors, je vais sortir la phrase la plus cucu et bateau, mais en gros, moi, j'ai jamais osé le rêver. C'est-à-dire que j'ai toujours été assez fan. En fait, dès que je regardais un film, le seul truc qui m'intéressait, c'est comment ils ont réussi à faire ça. Pragmatiquement parlant, comment ça se traduit derrière la caméra, comment on arrive à faire ça. Et j'ai toujours été fascinée par ça. Je regardais plein de making-of et tout. Et à la base, je voulais être prof d'équitation. Hein. Enfin, genre parce que je viens de Nevers, de Bourgogne. Enfin, pour moi, c'était bizarre, une fille qui vient de province et qui... Waouh, la nana, elle ose dire qu'elle veut bosser dans le cinéma. Non. Et j'ai eu la chance, j'avoue, d'avoir des parents assez incroyables qui m'ont dit, tu veux bosser dans le cinéma, tu vas arrêter de nous faire chier et tu vas le faire. Ça devient à quel âge, ça? Je sais pas, j'étais ado, j'avais 15-16 ans. Mais c'est vrai que c'est assez jeune. Il y a la phrase de ma mère que j'ai... Tu sais, des fois, il y a des phrases dans ta vie comme ça qui te percutent. Ouais. Et qui me dit, mais pourquoi vas-y, fais-le. Et puis, bon, j'avais la chance d'avoir plutôt des bonnes notes à l'école, donc j'ai fait Hippocagne. Ça m'a énormément appris. En fait, ça m'a appris la rigueur et l'organisation. Ça, c'est plus de la littérature. Ouais, c'est des classes prépa... soi-disant d'élite, bullshit total, mais bon, bref, peu importe, c'est un autre sujet. Mais ça m'a appris tout ça parce que tu es obligé d'être organisé quand tu fais Hippocagne, tu dors 4 heures par nuit parce que tu es plongé dans les cours H24. Et ensuite, j'ai fait une licence de lettres et arts parce que, en fait, je voulais, je crois, avoir une forme de légitimité. C'est-à-dire, c'est pas que j'étais illégitime, mais je crois que pour bosser dans le cinéma, il faut quand même avoir un peu de culture générale, de base, de cinéma, de machin, parce que quand un réalisateur va te parler de tu vois, moi, mes références, je sais pas, moi, c'est Pollock, c'est machin, c'est, tu vois. Si tu sors ton portable, t'as le droit de pas savoir, évidemment que t'as le droit de pas savoir, mais si à chaque fois tu sors Wikipédia, c'est épuisant, vraiment. Et donc, du coup, j'ai fait ça, et j'ai fait 1 an dans une école de cinéma privée. C'était bien sans être bien. Disons que ce qui est sûr, c'est que c'est pas cette école qui m'a appris. Ce qui m'a appris, c'est le fait d'avoir des conventions de stage qui t'emmènent sur un plateau de tournage. Globalement, quand les gens, parce que nous, avec Mato, du coup, on a fait un BTS audiovisuel, et qui était très bien, qui nous a très bien formés, qui nous a préparés au terrain. Mais globalement, tous les gens qu'on a rencontrés, qui ont fait des écoles de cinéma, ont dit que c'était vraiment bullshit, quoi. Et... vu les claques que tu te prends dans la gueule quand tu arrives le premier jour sur un plateau de tournage pro, tu comprends qu'on ne t'a pas préparé comme il fallait. Mais il n'y a rien de plus vrai, de toute façon. Ouais. Il n'y a rien de plus vrai que le terrain et travailler avec les gens directement. Ouais. Non, complètement. Et du coup, est-ce qu'il y a un parcours classique pour devenir assistant réalisateur ou c'est un petit peu avec les rencontres, les contacts? Il n'y a pas de parcours classique. Déjà, moi, on m'a toujours dit la première règle, c'est qu'il n'y en a pas. Et ça s'applique aussi bien pour la façon de devenir assistant réel que la pratique sur le terrain. J'ai commencé en tant que script. J'ai fait 2 longs en tant que script. Mais directement ou j'ai fait des stages ensuite. J'ai eu la chance de les faire. Et en fait, je m'étais voilé la face et je le savais. C'est juste qu'à un moment, c'est pareil, il faut un autre déclic qui t'emmène sur le truc. Bon, voilà. Et là, je me suis dit, non, mais de toute façon, je veux être assistant réalisateur. Et en fait, j'étais en train de tourner un long métrage en Espagne en tant que script. Et une prod m'appelle, sortie de nulle part, elle me dit « Ouais, est-ce que j'ai un court-métrage, là, on cherche un premier assistant, on tourne dans 10 jours, on vient de nous faire planter, je sais que tu veux l'être, enfin, voilà, est-ce que... » C'était un cours. C'était un cours, pardon. C'était un cours. Et en fait, j'ai fait oui, d'accord, ok, pas de souci. Je terminais le tournage du long 3 jours après et j'étais en Espagne. Je me suis chiée dessus. D'accord ? Mais j'ai dit oui, j'ai fait genre, ok, c'est bon, on y va. J'avais jamais fait de plan de travail de ma vie. Enfin, voilà. Et à chaque moment de pause, j'étais sur mon ordi en train de... il faut que je le sorte. Un peu en panique, ouais. Mais en fait, il ne faut pas le montrer. Et ça aussi, c'est une clé d'être... Enfin, en fait, on se chie dessus, on est des humains. Mais la clé, c'est de faire genre tout va bien alors que tu sais, tout va pas bien. Genre, il y a 15 merdes qui... Ouais, c'est de rassurer l'équipe aussi. Ton rôle, c'est de... Oui. Donc, si l'assistant réel... montre une quelconque part de stress, ça marche pas.
Et donc, du coup, bah, ça s'est fait. Et en fait, j'ai un peu menti. Enfin, c'est pas que j'ai menti, c'est que j'ai pas dit la vérité, parce qu'on m'a pas posé la question. C'était... Après, j'ai fait l'erreur de regarder sur la Bible qui était chef-op, qui était ingé son, qui machin, nan. J'ai fait cette erreur que je ne referai plus. Après, tu tapes leur nom sur Internet et tu fais OK, Ouais. ça va Tu être prends conscience du. compliqué. Ouais. Mais tu le fais parce que j'avais envie et c'est comme ça. Alors après, faut pas croire que d'un seul coup tout était réussi, hein. Après, j'étais persuadée que je voulais être assistante réelle, mais ça me faisait pas manger. C'est-à-dire que j'ai commencé, et je crois que ça c'est important de le dire, qu'il faut quand même se battre entre guillemets, même si vraiment c'est des phrases un peu à la con, mais il y a de la réalité. C'est-à-dire que j'ai commencé mes premiers tournages, j'étais bénévole, je payais mon ticket de métro pour aller bosser. Enfin voilà. Après j'ai eu le step en mode waouh, on me paye mon ticket de métro pour aller bosser, mais c'est super, Mais de j'ai toute gagné façon, un truc. j'ai l'impression que Et c'est ainsi comme de ça suite. sur tous les projets, hein. Tous les gens qui commencent dans l'audiovisuel, j'ai l'impression que tu es obligé de commencer par passion, avec une dalle de vouloir réussir. Et au fur et à mesure, ça commence à payer. Et tu finis par justement être payé sur tes projets. Pas tous, mais beaucoup. Je pense que c'est les plus passionnés qui sont comme ça. Et il y en a d'autres, ça leur tombe, c'est horrible, hein, mais ça leur tombe un peu dessus. Et ils ont un parcours dont tout le monde rêverait, à enchaîner les stages, à ensuite trouver une place dans une équipe. Pour la mise en scène, c'est vrai que c'est plus compliqué. En fait, les places sont chères, tout le monde veut être assistant réel. Enfin tout le monde. Il y a énormément de demandes, en fait. Donc, en fait, après, c'est juste le carnet d'adresses. Et puis tu galères. Et c'est dur parce que, tu vois, moi, j'ai eu plusieurs stagiaires, dont je pense à un qui a la dalle, qui est juste incroyable. Sauf qu'en fait, il a un crédit étudiant à rembourser parce qu'il a fait 3 ans dans une école privée, etc. Donc c'est quoi, Et c'est que, boulot en fait, alimentaire, tout ça? Ouais, mais alors c'est très compliqué parce Hmm. qu'en fait, tu t'enfermes dans un boulot alimentaire, sauf que pour le cinéma, on peut être appelé limite quand. la veille Ouais. pour le lendemain. Donc comment tu jongles avec ça? Et c'est là où je trouve que c'est super cruel parce que ce mec, il a tout pour réussir. C'est un super bon as réel. Sauf que il a pas toutes les clés en main et il y croit et c'est trop bien. Mais voilà, il est obligé de faire un boulot alimentaire, ce qui lui a porté préjudice entre guillemets parce que il a dû refuser des tournages parce qu'il bossait quoi. C'est clair qu'il n'y a pas d'égalité des chances dans ces milieux-là. C'est-à-dire qu'il y a une part de chance aussi d'où tu viens, de qui tu rencontres à tel moment dans ta vie, qui peut changer totalement ton parcours. Et mais c'est ça qui est beau aussi, c'est-à-dire des parcours où tu vas rencontrer un réalisateur ou quoi qui va t'appeler directement sur un projet payé. Et super intéressant. Il y a des mecs qui sortent directement d'école ou quoi, qui sont appelés sur des longs? Ou t'es forcément obligé de passer par du cours et galérer? Ah non, t'es pas forcément obligé. Vraiment, il n'y a pas de règle. Moi, j'en ai rencontré plus d'un qui vraiment ont eu le bon stage au bon moment, qui les a fait rentrer dans une équipe mise en scène, et après, leur carrière était toute tracée. Mais c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est une généralité, et toute généralité n'est pas bonne à prendre, mais c'est pas forcément... C'est pas les meilleurs, entre guillemets, à la fin, parce qu'ils n'ont pas connu la galère. Et je crois que c'est hyper important. Mais dans tout, ça s'applique pour tout dans la vie. Ça veut pas dire en chier, ça veut pas dire... Oui, bien sûr. D'accord. Mais il faut se prendre des claques pour Je réussir. crois et, que ouais. c'est comme ça que Ouais, tu y vas vraiment. Ouais. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un film qui t'a... Quand t'es arrivé sur un film, tu t'es dit, OK, ce film va changer un petit peu, je vais me faire rappeler directement en sortant. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé? Le premier gros step? Non, il n'y a pas eu, ça s'est fait vraiment progressivement. Parce que là, maintenant, tu es installé. Enfin, tu es plus ou Ouais. moins installé, on t'appelle souvent, tu n'as pas de questions à te poser sur est-ce que tu vas pouvoir manger ou quoi. Et il n'y a pas du tout eu un film où après, tu étais sûr justement que ça allait, t'allais être rappelé ou quoi? Bah si, j'ai fait un long en tant que première à Stracan, qui était super, qui était incroyable. Et, Il a été nominé, je crois, à Cannes. Il était à Locarno, qui est un film incroyable avec une rencontre avec le réalisateur dingue, et j'ai énormément appris sur ce film. Et je m'étais dit, j'avais 25 ans, première sur un long, enfin, sur le papier, ça marche pas trop, normalement, ça n'existe pas. Et je m'étais dit, bon, bah ça y est, c'est bon. En fait, non. Parce que derrière, et je l'ai enlevé de mon CV plein de fois, parce que comment c'est possible qu'une nana, à 25 ans, ait été première sur un long métrage? Et ça, je me le suis pris dans la gueule. d'accord. Et je pensais pas me le prendre dans la gueule. Vraiment. Il y a eu ce truc un peu d'imposteur. Bah ouais, c'est pas possible. Ah ouais. Mais... Ouais, parce que j'imagine que c'est
une question de confiance. Parce que moi, on m'a souvent dit, pour travailler sur des projets payés, c'est compliqué quand tu commences parce qu'on ne te fait pas confiance. Est-ce que c'est ce truc-là, du coup? Bah ouais, et puis l'âge joue beaucoup. Vraiment, l'âge, moi, je me suis pris dans la gueule énormément de fois. Parce que trop jeune. Et alors que, désolé, hein, mais j'en ai rencontré, moi, des mecs de 50 ans qui ont Oui, qui 30 sont ans pas forcément d'expérience meilleurs. et ils sont pas forcément bons. Bien sûr. Enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire. Oui, complètement. Donc, ouais, là, j'en ai souvent ri. Vraiment. Bien sûr. Et je le renvoyais dans la gueule, parce que je suis un peu comme ça. Ouais, c'est bien. Mais j'ai eu la chance de le voir, ce film, parce que du coup, en présence du réalisateur. Parce que du coup, c'est un Ah. film qui a été tourné dans notre région, en Bourgogne. Mhm. Et c'était super intéressant. Et du coup, comment ça s'est passé? C'est lui qui t'a appelé directement? Oui, parce C'est une que je rencontre. suis originaire de Bourgogne et je suis dans la Bastaf Bourgogne. Chaque région a ses Bastaf pour avoir des techniciens locaux. Et lui était originaire de Nevers, tout comme moi. Et il m'avait trouvé comme ça. Et c'était juste un mail, on s'est rencontrés. Et lui, il me l'a dit après. Hein, il m'a dit j'ai eu peur de ton âge, mais t'es la seule. En fait, dans ça, il avait une note d'intention dans laquelle il parlait d'un réalisateur bien précis que personne connaît. Et j'étais la seule à avoir regardé les films. Il m'a dit c'est pour ça que je t'ai pris, parce qu'en fait, tu t'intéressais. Juste, ça tenait à ça. Mais j'ai flippé. Mais j'ai flippé parce que, ouais, t'es jeune. Et puis après, l'équipe qu'il avait n'est pas n'importe quelle équipe de tournage non plus. Bah ouais, la première réunion, quand t'as en face de toi Simon Beaufils, chef-op d'Anatomie d'une chute, tu fais on va tenir. Mais voilà. Ah ouais, gros gap. C'est super intéressant, franchement. Tu as travaillé du coup sur Clem, aussi la série. Est-ce que quand tu travailles sur une série, tu as dans l'équipe un espèce d'esprit de famille qui se crée parce que vous vous voyez régulièrement, parce que sur des épisodes, vous êtes amené à les tourner toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors Clem, déjà, j'étais 3e assistante réalisateur, donc vraiment en retrait de la face, hein, donc vraiment du plateau. J'étais avec les comédiens principalement. Moi, je crois qu'il faut désacraliser un truc direct. Il n'y a pas de grande famille du cinéma. C'est du bullshit, d'accord? C'est genre, faut arrêter de croire que tout le monde s'aime, machin. Non, no way. Bref, voilà, ça c'est dit. Ensuite, Clem, en fait, je crois que ça doit être du 6x52 les épisodes. Donc, en fait, c'est tourné, c'est cross-bordé, mais que sur 3 épisodes. Donc, en gros, ils font une session, ils tournent les 3 premiers, une autre session, les 3 autres. Après, je pense, ça dépend. Moi, la saison que j'avais faite, c'était ça, mais des fois, ils font 2. Enfin, vraiment, ça dépend. Mes familles, non. Enfin. Tout le monde s'aime sur un plateau, mais tout le monde se promet plein de belles choses, on va se revoir, on est trop amis, c'est pour la vie. Non, au mieux tu les reverras sur un tournage. Et au mieux, tu auras fait 1 ou 2 rencontres marquantes sur un plateau de tournage qui deviendront vraiment tes amis et qui t'ira boire des coups. Mais il ne faut pas avoir l'illusion que tout le monde est pote, parce que Il y a de la alors là, concurrence. tu t'en prends des claques. La concurrence, c'est normal. Tout le monde se bat pour le même poste. Enfin, être sur des projets, et s'il faut tacler l'autre pour y aller, ils vont peut-être pas hésiter, quoi. C'est pas tant taclé, c'est qu'en fait, moi, je me souviens, les tout premiers tournages que je faisais, c'était trop bien. Tout le monde est hyper heureux de se voir tous les matins, machin. C'est vrai qu'on crée un lien. Mais en fait, un tournage, il faut s'imaginer que c'est une bulle. C'est-à-dire, on rentre dans une bulle. D'un seul coup, on rentre dans une micro-société. Il y a des individus plus forts psychologiquement, mentalement. Enfin, voilà. C'est vraiment une bulle. Et en fait, le moment où on dit « et c'est une fin de tournage, merci beaucoup », la bulle, elle pète. Et en fait, chacun retourne à sa vie. Parce qu'en fait, tout le monde a une vie, en fait, au final. La vie n'est pas que les plateaux. Et puis après, tu retournes sur un autre tournage et une autre bulle se crée. Et c'est ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, au début, j'avoue, le moment où la bulle, elle se pète, mais j'étais pas bien. Mais vraiment, ce sentiment un peu de dépression où t'es là, tu fais Tu sors de tout le l'euphorie, monde quoi. me manque, et Ouais. machin. Mais en fait, tout ce qu'on s'était dit de on va se revoir, machin, ça a été incroyable. Mais on te le dit à chaque fois. Mais sur le moment, on le Je pense. crois, ouais. On le pense. Mais la réalité fait que la vie te rattrape. Et puis après, ces personnes-là, tu pourras les revoir sur un autre tournage, dans une autre bulle. Et c'est pas dit que les personnes à qui tu t'es le mieux entendu à la première bulle, tu vas super bien t'entendre à la deuxième, en fait. Ça t'est déjà arrivé justement de t'embrouiller comme ça avec t'embrouiller ou d'avoir des conflits ou de te rendre compte qu'au final c'est des gens qui bossent mal sur d'autres projets que tu recroises, tout ça? Non, j'ai pas le droit d'être en conflit. Ouais. J'ai le droit, dans ma tête, de le crier très fort. Mais T'as pas le droit de l'être sur le j'ai tournage. absolument pas le Et droit. justement, on en parlait tout à l'heure des conflits, de la manière de gérer. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à devoir gérer
des conflits sur un tournage, des gens qui s'entendent pas, des techniciens? Ouais, les exemples seraient à la fois nombreux et en même temps, j'en ai aucun qui peut venir comme ça. Mais oui, il y a toujours à un moment donné des conflits. Mais parce qu'il ne faut pas oublier qu'un tournage, justement, ce truc de bulle, on est dans cette bulle, on est fatigué, on va pas se leurrer, on bosse, enfin, c'est des horaires quand même assez conséquents. Souvent des temps de trajet conséquents pour aller sur le plateau, pour y revenir, etc. Il y a une pression parce que tout le monde a son poste, a sa propre pression. Donc, des fois, les esprits s'échauffent et puis tu dois gérer ça, mais je sais pas, moi, mon arme, c'est un peu l'humour et c'est un peu rentre dedans et ça marche plutôt bien. Et puis, il faut savoir aussi laisser respirer la personne et puis on y retourne, machin. C'est un peu les notions de management finalement. Enfin, c'est vraiment c'est de l'humain quoi. Les notions de De quoi? management, d'équipe, Ah oui. c'était chef d'équipe en fait. T'es vraiment le pilier du tournage et c'est toi qui. Et c'est quoi ta relation avec le réalisateur du coup? Comment ça se passe? Il te délègue beaucoup de travail du coup de gestion d'équipe ou lui aussi peut intervenir? Comment ça se passe? Ça dépend la place qu'il me laisse. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs, déjà, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, qui vont pas te laisser la place artistique, où tu sais que tu peux pas la toucher. Et c'est pas grave. Vraiment, faut pas se formaliser. Il y en a d'autres qui attendent ça de toi, en mode, tu dois m'épauler là-dessus. Il y en a qui veulent vraiment un côté que technique. Il y en a d'autres qui sont maladroits et me font beaucoup rire parce que il y a le côté assistant réel qui ressort en eux en mode mais tu l'as envoyé au maquillage, elle est prête, t'as lancé le changement. Ouais, des stress. C'est mon fait. rôle quoi. Enfin voilà, vraiment ça dépend. Et ça c'est hyper important en prépa de cerner le réalisateur. Quel réalisateur il va être sur un plateau? Parce que attention, le réalisateur que tu as en prépa, il est rarement le même au moment du tournage. Vraiment. Et donc ça, faut anticiper un peu. Et ça peut venir qu'avec l'expérience. Et il y a encore plein de fois où je me gourre, où j'arrive en fait le premier jour et je fais OK, ça va être ça. Je ne l'avais pas anticipé comme ça. C'est pas grave, on s'adapte. Parce que aussi, l'autre gros mot de qu'est-ce qu'est un assistant réalisateur, c'est l'adaptation. Tu es obligé de t'adapter coûte que coûte. Et c'est là où au début, beaucoup d'assistants réels font la connerie. Et c'est ce que je dis à tous les stagiaires que j'ai avec moi. C'est pas parce que tu as prévu ça qu'on va faire ça. C'est-à-dire, on peut le changer, mais vraiment à la dernière minute, on peut. Et même pendant qu'on est en train de le faire, on peut le changer. Et nous, on doit juste être réactifs. Parce que être assistant réalisateur, c'est quoi? C'est être au service de deux choses. D'un film, parce qu'on défend un film. Que t'aimes ou pas le scénario, ce que tu racontes, tu dois le défendre, coûte que coûte. Et t'es au service d'un réalisateur. Donc, en fait, il faut pas confondre. Enfin, si le réal me demande un truc et que je sais pertinemment que ça va dans le sens du film, mais c'est let's go, quitte à me mettre toute l'équipe à dos pendant 10 minutes parce que oui, on fait un plan supplémentaire et on passe en heure sup. Il faut savoir pourquoi on est sur un plateau de tournage. Parce que si tu es là que pour finir à l'heure tous les jours, c'est très bien. Évidemment que mon rôle, ça va être de faire en sorte qu'on finisse à l'heure. Par contre, si on dépasse de 10 minutes, parce que là, en fait, il nous manque le plan clé de la séquence qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais à force, on a vu des comédiens jouer dans un décor, on a vu ce qu'on a filmé, on fait fuck, si on n'a pas ce plan-là au montage, on est dans la merde. Voilà. Et j'ai été ce genre de réal qui, au début, non, on n'a pas le temps, on va être en heure sup. Non, c'est pas ça être un bon assistant réal. C'est être toujours à ce service-là. Mais à contrario, là où je dis la première règle, c'est qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y a aussi des réals, des fois, ils le font juste pour faire durer un truc, ils veulent pas que ça se termine, que machin, on va rajouter un plan, et là tu rentres dans un truc opposé en disant attends, tu vas voir la script, tu lui dis on est bien d'accord, on a tout couvert, là il nous manquera absolument pas, je comprends pas, Voilà, faut entre s'adapter. deux en fait, c'est vraiment Tout le temps, il y a ni noir ni blanc, il y a que toutes les nuances de gris, mais voilà. Et on parle d'adaptation, mais tu as aussi travaillé, je crois, pour du documentaire. Comment ça se passe sur un documentaire? Parce que tu peux pas prévoir autant de choses Mais que j'en ai pour fait qu'un. Et puis, est-ce que la t'es fiction. sur dans une fiction, quand tu vas tourner une fiction, t'es sur le plateau, t'es tout le temps avec le réal. Dans un docu. Donc, pour être honnête, moi, j'ai pas vu dans la rue. Mais. Ah putain, c'est ça. Je cherchais quelque chose. Ah, mais on a tout étudié, on a tout regardé. Ah oui. Est-ce que du coup, t'es tout le temps présente pendant le tournage du documentaire? Mais j'étais script, là. Ah, t'étais script. Ouais. Bah voilà, on n'a pas tout bien On n'a étudié. pas très bien Ouais, bossé. voilà. Non, mais par contre, on a vu aussi du coup que tu as travaillé sur Notre-Dame brûle Ouais. en tant que renfort MES. Donc là, tu t'occupes de la figuration, c'est ça?
Oui, ça, enfin, tu l'appelles comme tu veux, renfort mise en scène, assistante chargée de figuration, chef de file. Là, pour le coup, c'était pas du chef de file. Mais oui, c'est en gros toute la gestion de la figuration. Moi, j'avoue, c'est un truc que j'aime énormément parce qu'en plus, entre 2 tournages en tant qu'assistant réel, ça me repose le cerveau parce que c'est clean. Oui, que te dire... non, c'était très chouette. Enfin, Et voilà. tu te Ouais. retrouves pas dans des situations galères à devoir gérer des figurants? Je veux dire, c'est plus simple que des acteurs, c'est plus simple qu'une équipe, tu vois? Il y a pas des figurants qui sont chiants? Est-ce que ça existe, ça? Mais il y en a toujours, comme, comme partout. Ce que je peux te dire là-dessus, c'est qu'il y a des différences entre figurants parisiens, Ah ouais. quand tu tournes en région parisienne, que les figurants en province. Parisiens, quasi tout le monde a déjà fait de la figure, machin, ils ont leurs petites habitudes. T'en as qui peuvent être aussi chiants que des comédiens et d'autres pas du tout. En figu? Il y a des gens qui sont mais du genre chiant comment? Bon, du genre, tu leur as dit d'aller pisser 10 minutes avant et tu leur as redit. Et puis, en fait, quand tu leur dis on va sur le plateau, faut que j'aille pisser. Enfin, voilà, pour moi, c'est chiant. Parce que, enfin, voilà. Alors qu'en province, pour en avoir fait plus en province qu'à Paris, les gens, ils sont pas forcément habitués. Moi, je tourne beaucoup en Bourgogne. Du coup, c'est pas non plus une grande terre de cinéma, la Bourgogne. Et travailler avec des figurants en province, en règle générale, c'est des gens de la vie lambda qui débarquent sur un plateau. Et alors là, mais il se passe toujours le même truc. Il y a une forme de naïveté qui est pure, en mode genre, waouh, mais en fait, un plateau de cinéma, c'est hyper hiérarchisé. Waouh, c'est qui la meuf là qui dit silence, moteur, ça tourne, enfin, c'est chiant. Ah ouais, vous mettez autant de temps pour faire une scène. Enfin, et ils ont cette naïveté-là qui est trop belle et qui est à préserver et qui toi-même te remettent un peu en place. Parce que quand tu débarques en province, il y a toujours ce truc de les Parisiens débarquent en province, on va vous montrer ce que c'est que de faire du cinéma. Et c'est chiant. Enfin, faut arrêter de penser ça. Et du coup, en fait, eux, ils arrivent avec leur fraîcheur que j'adore. Et comme ils sont hyper intéressés, enfin, ouais, vraiment, ils s'intéressent. Et c'est hyper plaisant de bosser avec des figurants comme ça. Voilà. Je comprends. Et ben merci beaucoup, Julie. Pour terminer, est-ce que tu aurais un petit mot pour quelqu'un qui voudrait se lancer en tant qu'assistant réalisateur? Des conseils, qu'est-ce que tu... Quelle mentalité il faut avoir? Mm. Un jeune de notre âge qui a envie de bosser, qu'est-ce que tu lui dis? Bah, des phrases cons et non, mais juste qu'il faut y aller, il faut pas trop réfléchir et que juste, enfin, t'as le droit de te planter. Moi, je me suis plantée tellement de fois et je te jure, je vais me replanter. Faut pas trop réfléchir, faut y aller. En fait, je crois que dès qu'il y a de la passion, ça marche. Il faut savoir pourquoi tu le fais. Si tu le fais pour briller, pour les paillettes et le tapis rouge, je te préviens tout de suite, c'est pas en tant qu'as-réal que tu vas l'avoir. En revanche, si tu es là parce que ouais, tu es vraiment passionné, que tu es à fond, que tu as envie, que tu y crois, bah, fonce. Super. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Merci beaucoup.